L'écran a vacillé un instant, et le verdict est tombé. 0. Pas un retard, pas une réduction, mais un 0 pointé. 15 ans à bâtir des pare-feux, à corriger des lignes de code à 3 heures du matin, à sauver des lancements de produits de désastres réglementaires face à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et ils avaient estimé ma valeur à absolument rien. En bas du message trônait la signature numérique de Baptiste de Valran, arrogante et méprisante, comme si m'humilier n'était qu'une simple ligne de plus dans ses objectifs trimestriels. Je suis resté assis là, dans mon bureau désert au 45e étage d'une tour de la Défense, alors que Paris s'étalait sous mes pieds comme un immense circuit imprimé. C'était ce genre de silence que l'on ne trouve que lorsqu'on est le dernier à quitter l'immeuble, encore une fois. C'était différent quand Cécile était encore là. Elle m'envoyait un SMS vers 21h pour me demander quand je rentrais. Maintenant, il n'y a plus que moi et Hugo, qui à 17 ans assez vieux pour faire chauffer son propre dîner et ne pas poser trop de questions sur les raisons pour lesquelles son père rentre tard chaque soir. Le problème, c'est que je pensais que cette prime allait tout changer pour nous. Hugo est un gamin brillant, il veut faire une école d'ingénieur comme son vieux. Mais le coût des études supérieures aujourd'hui? Entre le logement à Paris et les frais d'une grande école privée, on parle facilement de dizaines de milliers d'euros. Cécile disait toujours qu'elle voulait qu'il ait les choix que nous n'avons jamais eus. Elle m'a fait promettre, avant que le cancer ne l'emporte, que je m'assurerais qu'il y arrive. Mais Baptiste de Valran avait d'autres projets. Le lendemain matin, la réunion plénière a fait passer les choses de mauvaises à absolument humiliantes. Je suis assis au fond de l'auditorium, essayant de me faire discret, quand Baptiste commence son discours de motivation trimestrielle. Le projecteur s'allumait, d'une manière ou d'une autre volontairement, j'en suis sûr, mon email de prime se retrouve dans la file d'attente des diapositives. Mon nom s'affiche en grand. Prime, 0 € et 0 centimes. Les rires ont commencé comme un murmure avant de se transformer en vagues. Les gens se tournaient pour me regarder, certains essayant de cacher un rictus, d'autres ne prenant même pas cette peine. Baptiste s'est arrêté au pupitre, feignant la surprise, mais je pouvais voir ce petit sourire au coin de ses lèvres. Rémunération rationalisée, a-t-il dit en tapotant le lutrin. L'efficacité compte partout, n'est-ce pas? Nouveau ricanement. J'ai gardé les mains croisées, le visage neutre. Quand les moqueries se sont calmées, j'ai regardé Baptiste droit dans les yeux et j'ai dit, assez fort pour que les premiers rangs m'entendent, bonne chance. Les mots sont restés suspendus, plus lourds qu'ils ne l'avaient prévu. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que mon email de prime n'était pas le seul. J'avais aperçu le système partagé pendant l'incident des diapositives. 4 autres noms suivaient le mien. Tous des employés critiques. Tous marqués à 0. Tous signés par Baptiste de Valran. Et c'est là que je me suis souvenu de ce que j'avais construit il y a 4 ans. Laissez-moi revenir en arrière. Hugo avait 14 ans quand Cécile a été diagnostiquée. Un cancer du pancréas de stade 4, le genre qui ne vous laisse pas beaucoup de temps pour vous préparer. Ces derniers mois, j'ai passé chaque heure libre à l'hôpital, à regarder les machines suivre sa respiration, son rythme cardiaque, tout ce qui comptait s'éteignant lentement. Une nuit, elle a attrapé ma main avec le peu de force qui lui restait. « Promets-moi », a-t-elle chuchoté. « Promets-moi qu'il aura une vie meilleure que la nôtre. Les études, les opportunités, les choix. » J'ai serré sa main. « Je te le promets. » Elle s'est éteinte 3 jours plus tard. Après les obsèques, je me suis jeté dans le travail comme un possédé. Chaque nuit tardive, chaque week-end, chaque jour férié passé à coder était une pierre de plus pour l'avenir de Hugo. Mes collègues partaient pour des dîners ou des vacances en famille. Moi, je restais. J'ai raté ces pièces de théâtre au lycée, ces matchs de foot, ces réunions parents-professeurs. Mais je me disais que c'était temporaire. La prime en vaudrait la peine. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il y a 4 ans, Baptiste m'avait chargé de construire le protocole de conformité maître pour tous nos contrats avec le ministère des Armées. Un projet énorme et ennuyeux que la plupart des gens considéraient comme de la simple paperasse. Réglementations européennes, pistes d'audit, le genre de choses qui fait bâiller les cadres. Mais je suis un ancien de la Marine nationale. J'ai passé 8 ans comme ingénieur système avant de passer dans le civil. Mon ancien major disait toujours, Moreau, espère le meilleur, mais prépare le pire. Chaque système a besoin d'une sécurité intégrée. Alors, j'en ai construit une.
profondément enfoui dans le code de conformité, caché derrière des couches de vérification réglementaire et de protocoles d'authentification, j'ai planté une petite clause. Si un employé marqué comme « critique pour le lancement » recevait une prime de performance d'exactement 0, signée par l'autorité exécutive, tout le système se verrouillerait. Pas de ralentissement. Un verrouillage complet. Un arrêt total jusqu'à une intervention manuelle par des auditeurs de l'État. Ce n'était pas de la vengeance quand je l'ai écrit. C'était une assurance. Une protection pour les gens comme moi qui font tourner la boutique pendant que les cadres s'attribuent le mérite et encaissent l'échec. Et parce que l'arrogance de Baptiste avait toujours une façon de briller plus fort que celle de quiconque, j'avais lié le déclencheur spécifiquement à son niveau d'accréditation. Sa signature serait la goupille tirée de la grenade. Le lendemain matin de cette réunion humiliante, je suis allé directement à mon bureau et j'ai commencé à fouiller dans la base de données des employés. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il n'avait pas seulement annulé ma prime. Il m'effaçait systématiquement de l'histoire de l'entreprise. Chaque brevet que j'avais porté tout au long du processus d'approbation était désormais crédité à Maxime Lefebvre, le petit protégé de Baptiste. Fraîchement sorti d'une grande école de commerce avec un vernis technique et autant d'expérience réelle en ingénierie que ma tasse de café. Architecte principal sur le contrat de défense Zénith, Maxime Lefebvre. Designer senior sur les protocoles d'authentification sécurisés, Maxime Lefebvre. Ils avaient même retouché les photos de conférence. Ce discours que j'avais donné au sommet de la cybersécurité il y a 2 ans, celui où j'avais présenté notre percée dans le chiffrement quantique. Les archives montraient maintenant Maxime au pupitre, souriant avec une confiance d'emprunt. Mais le truc avec les métadonnées, c'est que c'est plus dur à truquer qu'on ne le pense. Mes initiales étaient toujours enfouies dans l'historique des versions. LM. Estampillé sur 15 ans de commis de code. Il pouvait repeindre la surface, mais les fondations étaient toujours à moi. Ce soir-là, j'ai trouvé Hugo à la table de la cuisine, entouré de brochures d'école et de formulaires de bourse. La photo de sa mère était posée à côté de son ordinateur portable, celle de notre mariage, où elle rit de quelque chose que je viens de lui murmurer. Il a levé les yeux quand je suis entré, et pendant une seconde, j'ai vu Cécile dans son regard, cette même détermination. « Papa, j'ai réfléchi, je vais peut-être faire un BTS d'abord, a-t-il dit doucement. Pour économiser un peu, tu sais ? Je rattraperai une école d'ingé après 2 ans. Ma poitrine s'est serrée. Ce gamin était prêt à sacrifier ses rêves parce qu'il pensait que nous n'avions pas les moyens. Parce que Baptiste de Valran avait décidé que 15 ans de ma vie valaient 0. Ne t'inquiète pas pour l'argent, lui ai-je dit avec une sincérité totale. Concentre-toi sur le meilleur concours que tu puisses décrocher. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que Baptiste venait de signer l'arrêt de mort de sa propre entreprise. La semaine précédant le lancement du projet Zénith fut un pur chaos. Un contrat d'1 milliard d'euros avec l'État, 18 mois de développement et une couverture médiatique sans précédent. Baptiste était dans son élément, pavanant devant les équipes de télévision, donnant des interviews sur la technologie de défense révolutionnaire et l'avenir de la souveraineté numérique française. J'ai passé ces journées dans la salle de contrôle de conformité, le seul coin tranquille du bâtiment où l'on pouvait encore réfléchir. Sur le mur principal, un compte à rebours décomptait les jours. 10 jours. 5 jours. 3 jours. Chaque chiffre tombait comme un domino vers une collision inévitable. Ce qui est drôle quand on travaille sur des contrats de défense, c'est la quantité de documentation requise. Chaque ligne de code, chaque modification du système doit être enregistrée et vérifiée. La plupart des gens trouvent cela fastidieux. Moi, je trouvais ça utile. Très utile. Voyez-vous, quand vous construisez des systèmes pour l'État, la redondance est obligatoire. Des triples sauvegardes, des pistes d'audit qui remontent sur des années. Le genre de documentation exhaustive qui rend la dissimulation très difficile. Durant ces derniers jours, j'ai veillé à exécuter chaque protocole de vérification du manuel. Procédure standard, rien de suspect. Juste un ingénieur consciencieux s'assurant que tout était bien documenté avant le grand jour. Le fait que ces vérifications créent un enregistrement inaltérable de qui avait réellement construit quoi n'était, bien sûr, qu'une heureuse coïncidence. La veille du lancement, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, « C'est toi qui as fabriqué le verrou. » Ils ne le savent pas, mais moi si. J'ai fixé le message pendant un long moment.
Cela aurait pu être n'importe qui à l'équipe de sécurité ou peut-être quelqu'un de la direction générale de l'armement qui avait réellement lu la documentation technique. J'ai supprimé le message et je suis allé me coucher. Certains secrets se gardent d'eux-mêmes. Le lendemain matin, Hugo préparait le petit déjeuner. Il a appris à se débrouiller seul depuis le départ de Cécile. Un gamin responsable, le genre de fils dont n'importe quel père serait fier. Pendant que nous mangions, il m'a parlé de son bac blanc de maths. J'ai failli lui dire à ce moment-là ce qui allait se passer. Mais en regardant son visage encore assez jeune pour croire que le travail acharné est toujours récompensé, j'ai décidé de lui laisser cette innocence encore quelques heures. Grosse journée au boulot aujourd'hui, ai-je dit simplement en finissant mon café. Le lancement, c'est ça? Maman disait toujours que tu construisais des trucs importants. Oui, quelque chose comme ça. Le jour du lancement est arrivé avec tout le faste que Baptiste pouvait mobiliser. L'auditorium était bondé d'investisseurs, d'officiels du ministère et de journalistes. Des bannières partout promettaient un avenir radieux. La sécurité était maximale. Je suis arrivé tôt et j'ai pris position au fond de la salle, là où je pouvais tout voir sans être dans le champ des caméras. Baptiste est monté sur scène dans son costume sur mesure, la voix tonitruante parlant d'innovation et de supériorité technologique française. Maxime était au premier rang, essayant de projeter une confiance qu'il n'avait pas. Après tout, selon les registres officiels, c'était son système que l'on lançait. L'ironie ne m'échappait pas. Baptiste allait démontrer une technologie que j'avais conçue, en créditant un gamin qui savait à peine coder, alors que le véritable architecte se tenait invisible au fond de la pièce. Si Cécile avait pu voir ce moment, elle aurait dit que c'était une justice poétique en attente. Baptiste a terminé son introduction et a fait un geste vers l'écran géant derrière lui. Mesdames et messieurs, je vous présente la plateforme de défense Zénith. Le compte à rebours est apparu. 30 secondes. 20. J'ai vérifié ma montre et j'ai souri. Le décompte a atteint 0. Pendant exactement 2,7 secondes, tout a fonctionné parfaitement. La plateforme Zénith s'est activée, les systèmes se sont initialisés, les voyants sont passés au vert. Le sourire de Baptiste était radieux. Maxime semblait soulagé. Puis les écrans ont vacillé. Des alertes rouges ont cascadé sur tous les moniteurs du bâtiment. Une alarme stridente a coupé le discours de Baptiste comme une lame dans de la soie. Des mots ont défilé sur l'affichage principal en lettres blanches grâce, invalidation des licences, déclencheur prime 0 activé PAR signature exécutive Baptiste DE Valran. Verrouillage système initié. Pendant un instant parfait, l'auditorium a retenu son souffle. 400 des personnes les plus influentes du secteur regardaient le même message impossible. On aurait pu entendre une mouche voler. Puis ce fut le chaos. Les journalistes se sont précipités sur leur téléphone. Les investisseurs hurlaient dans leurs micros. Les ingénieurs couraient vers les terminaux de secours, tapant frénétiquement des commandes qui ne pouvaient pas annuler 4 ans de planification minutieuse. La voix de Baptiste a déraillé, difficulté technique. Un simple bug. Redémarrer le système. Mais son assurance s'effondrait en temps réel, diffusée en direct sur toutes les chaînes d'infos en continu. Le PDG confiant n'était plus qu'un homme en costume cher regardant son empire s'écrouler. C'est alors que ma seconde surprise s'est activée. Les journaux de conformité que j'avais accumulés se sont déversés sur chaque écran. Pas seulement le message d'erreur, mais tout le reste. Les demandes de brevets avec ma signature. Les dépôts de code montrant mes interventions sur 15 ans. Les documents de conception, les protocoles de sécurité, tout portant les mêmes initiales, LM. Les métadonnées racontaient la véritable histoire. Chaque percée créditée à Maxime Lefebvre révélait son véritable auteur. Mon nom s'étalait sur ces murs comme une signature écrite en lumière. La foule a commencé à murmurer, puis à pointer du doigt. Un colonel de la marine que j'avais côtoyé sur de précédents contrats s'est levé et a parlé assez fort pour être entendu de tous. Moreau nous avait prévenu de cette vulnérabilité il y a 2 ans. Il disait que le système était sensible aux abus de pouvoir exécutif. Plus de têtes se sont tournées. Plus de caméras ont pivoté vers le fond de la salle où je me tenais. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas cherché à me cacher. J'ai croisé le regard, j'ai fait un léger signe de tête au colonel, et je suis resté exactement là où j'étais. Laissez-les regarder. Laissez-les voir qui a vraiment construit le système qu'ils célébraient.
Baptiste balayait la foule du regard, les yeux sauvages, cherchant quelqu'un à blâmer. Quand il m'a repéré, son visage est passé par 5 émotions différentes en 3 secondes. La confusion, la reconnaissance, la rage, la peur, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Il savait. Il comprenait enfin que sa propre arrogance avait été l'arme du crime. Sa signature sur mon retrait de prime avait été la détente. L'acte même de m'humilier avait armé le système qui allait le détruire. La porte de la salle de contrôle a claqué si fort que la vitre renforcée s'est fissurée. Baptiste a fait irruption 10 minutes plus tard, flanqué de vigiles, tenant une impression de ma confirmation de prime comme s'il s'agissait d'une preuve de trahison. « C'est vous qui avez fait ça » a-t-il hurlé. Ses cheveux parfaits étaient décoiffés, sa cravate de travers. « Vous avez saboté un contrat d'État. C'est un crime. » J'ai regardé la feuille, puis je l'ai regardé lui. Ma voix était calme. « Non, Baptiste. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez signé. » Cela l'a stoppé net. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Baptiste de Valran devait faire face aux conséquences de ses propres actes. La suppression de la prime, le vol de propriété intellectuelle, l'humiliation publique, tout cela avait été son choix. J'avais juste construit un système qui le tenait pour responsable. La sécurité intégrée s'est déclenchée exactement comme prévu, ai-je continué. Le système a détecté un schéma d'abus exécutif et a initié les protocoles de protection. L'un des gardes essayait de ne pas sourire. Baptiste a bafouillé, puis a crié « Vous êtes viré ». Sécurité, escortez-le dehors. En fait, a dit une voix à la porte, il ne va nulle part. Une femme de la direction de la sécurité intérieure est entrée, suivie de 2 agents. Les badges de la DGSI brillaient à leur ceinture. Monsieur Moreau, ces agents aimeraient vous parler de vos protocoles de sécurité. Il semble que l'État soit très intéressé par des systèmes capables de détecter et d'empêcher les malversations exécutives dans les contrats de défense. Je me suis levé, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai marché vers la porte. En passant devant Baptiste, je me suis arrêté juste assez longtemps pour croiser son regard. « Bonne chance », ai-je dit doucement. Les mêmes mots qu'il m'avait lancés. Mais cette fois, il portait le poids de la justice. Dehors, le chaos atteignait des sommets. L'action de l'entreprise chutait plus vite que l'écran ne pouvait l'afficher. Les journalistes faisaient des directs sur le plus grand échec de contrat de défense de l'histoire récente. Mais je marchais au milieu de tout cela avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Hugo m'attendait dans le hall, les yeux écarquillés. Avec les réseaux sociaux, l'information avait voyagé vite. Mon fils avait apparemment suivi le direct sur son téléphone. Quand il m'a vu sortir au milieu des agents fédéraux, il a expiré bruyamment et a pris ma main. « Papa ? C'est vrai ? C'est vraiment toi qui as fait ça ?» J'ai serré sa main. Parfois, la meilleure défense est la patience, lui ai-je dit. Ta mère m'a appris ça. Savoir quand attendre, savoir quand agir. Alors tu préparais ça depuis 4 ans ? Je ne le préparais pas. J'étais juste prêt. Ce soir-là, devant une pizza et ses devoirs, Hugo a posé la question que j'attendais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, Baptiste va probablement faire face à une enquête judiciaire. Le ministère n'apprécie pas que l'on vole le travail sur des projets classifiés. Quant à Maxime, il apprendra que la loyauté en entreprise ne va que dans un sens. Je voulais dire, pour nous. J'ai regardé la photo de Cécile sur l'étagère. On va s'en sortir. Mieux que s'en sortir. Et ce fut le cas. L'enquête a duré 6 mois, mais ma coopération en tant que témoin m'a protégé. Il s'est avéré que l'État cherchait exactement ce genre de système de responsabilité. La couverture médiatique a été intense. L'ingénieur qui a rendu les coups, titrait la presse. Mon téléphone s'est mis à sonner pour des offres d'emploi, des vraies. Des entreprises qui voulaient quelqu'un avec une intégrité prouvée. J'ai refusé la plupart d'entre elles et j'ai créé mon propre cabinet de conseil, Moreau System. Travailler pour moi-même signifiait choisir mes clients et ne plus jamais voir mon travail attribué à un autre. Hugo a été admis dans 3 grandes écoles, dont une prestigieuse école d'ingénieurs à Lyon. Quand il m'a montré ses lettres d'acceptation, son sourire me rappelait tellement Cécile que j'ai dû sortir un instant pour reprendre mon souffle.
Le jour avant son départ pour l'école, nous sommes passés devant l'ancienne tour de la Défense. Elle était presque vide. Le contrat Zénith avait été résilié et l'entreprise vendue pour une bouchée de pain. « Tu te sens mal pour eux ?» a demandé Hugo. « Pour tous ces gens qui ont perdu leur travail ?» Les ingénieurs ont retrouvé du boulot rapidement, ai-je répondu. Les bons techniciens s'en sortent toujours. Ce sont les cadres qui ont eu du mal à expliquer ce qui s'est passé à leurs prochains employeurs. Hugo a posé sa main sur mon épaule. « Papa ? Maman serait fière de toi. » Quant à Baptiste, j'ai entendu dire qu'il avait fini dans une petite boîte de consulting en province. Un salaire divisé par 2, plus de voitures de fonction, plus de privilèges. Parfois, tout perdre est le seul moyen pour certains d'apprendre l'humilité. 6 mois plus tard, Hugo m'a appelé depuis sa chambre d'étudiant, tout excité par un projet d'informatique sur l'éthique dans les systèmes d'intelligence artificielle. En l'écoutant, j'ai réalisé que les meilleures leçons ne sont pas toujours apprises dans les salles de classe. Parfois, elles sont apprises en montrant à ses enfants que l'intégrité et une planification minutieuse peuvent triompher de n'importe quelle arrogance. Parfois, la justice n'est pas immédiate, mais quand elle arrive, elle vaut l'attente. Et parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser les harceleurs se détruire avec leurs propres mauvaises décisions, pendant que vous construisez quelque chose de meilleur pour ceux que vous aimez. J'ai tenu ma promesse à Cécile. Hugo a des choix maintenant, un avenir bâti sur un sol solide. Et moi ? Je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Cela vaut bien plus que n'importe quelle prime que Baptiste de Valran aurait pu me donner. La vraie leçon, ce n'est pas la vengeance, c'est de connaître sa propre valeur. Quand on la connaît, on a besoin de la signature de personne pour la valider. Quelle histoire incroyable! Elle illustre parfaitement les dérives que l'on peut parfois rencontrer dans le monde des grandes entreprises à la Défense ou ailleurs. Laurent Moreau représente tous ces travailleurs de l'ombre, ces ingénieurs et techniciens qui font tourner la machine pendant que certains dirigeants s'attribuent les lauriers. Ce qui est fascinant ici, ce n'est pas seulement la vengeance technique, mais la résilience d'un père qui tient sa promesse envers sa femme disparue. Le verrou de conformité est une métaphore géniale de la justice immanente, ce n'est pas Laurent qui détruit Baptiste, c'est Baptiste qui se détruit lui-même par sa propre cupidité. Cela nous rappelle qu'en informatique comme dans la vie, chaque action laisse une trace inaltérable. La fin avec Hugo qui entre en école d'ingénieur apporte une touche d'espoir magnifique. On comprend que la plus belle réussite de Laurent n'est pas d'avoir fait couler son ancien patron, mais d'avoir offert un avenir serein à son fils. Une belle leçon d'intégrité et de patience qui montre que le talent finit toujours par briller, même quand on essaie de l'étouffer sous des jeux de pouvoir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un manager qui s'attribuait le mérite de votre travail ? Comment auriez-vous réagi à la place de Laurent ? Partagez vos expériences en commentaire, j'ai hâte de vous lire.